Bonsoir à chacun et à tous. À la une de l'actualité ce mercredi, l'élection d'Abdoulaye Biotchane à la tête du Conseil économique et social. Le séjour de Conrad Baguidi dans ce fauteuil n'aura été que de 16 mois. Le patron du bloc républicain, ministre en tête de liste des gouvernements talons sur 10 ans, prend fonction quelques semaines seulement après sa démission du poste de député à l'Assemblée nationale. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement prête à financer le programme du septennat de Luc Nyakaja. Elle donne son accord pour réinventer le Cotonou-Lacuste, protéger les infrastructures naturelles et y bâtir une ville verte. La municipalité a signé ce matin un partenariat stratégique avec l'institution. La recherche en santé en voie d'assainissement au Bénin. L'Institut de recherche clinique d'Abomey-Calavi réunit divers acteurs autour de la question dans un atelier scientifique de 48 heures entamé hier. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin s'engage pour l'harmonisation des procédures de régulation. Abdoulaye Biotchane est le nouveau président du Conseil économique et social. L'ancien ministre d'État chargé du développement ces 10 dernières années succède à Conrad Baguidi, qui était à ce poste depuis plus d'un an. L'élection du bureau et l'installation de cette 8e mandature du Conseil économique et social se sont tenus ce mercredi à Cotonou. 4 piliers fondés sur la proximité du CES avec les populations et son rayonnement sont au cœur de l'action du nouveau responsable. Retour sur les temps forts de la cérémonie avec Ulrich Gaba et Moufid Saboura. Au terme des opérations, la composition du bureau du Conseil économique et social se présente comme suit. Président, M. Abdoulaye Biotchane. L'économiste chevronné et homme d'État Abdoulaye Biotchane prend officiellement la tête du Conseil économique et social. Fort d'un parcours d'exception, ancien cadre de la BCEAO, ex-ministre des Finances, ancien président de la BOAD et ministre d'État chargé du développement, le nouveau président du CES mesure déjà l'immensité de la tâche. Pour guider son mandat, il fixe 4 piliers stratégiques d'action. Notre action des 5 prochaines années s'articulant donc autour de 4 piliers fondamentaux. Premièrement, renforcer l'utilité de l'institution. Deuxièmement, consolider sa proximité avec les citoyens. Troisièmement, dynamiser le dialogue interinstitutionnel et enfin, amplifier notre rayonnement à l'international. Grâce à sa fine maîtrise des enjeux socio-économiques du Bénin, Abdoulaye Biotchane entend offrir au CES un rayonnement et une crédibilité renforcés aussi bien au plan national qu'à l'international. Pour mener à bien cette mission, il sera épaulé par Conrad Baguidi, élu premier vice-président, et Pascal Essou, deuxième vice-président de l'institution. Le président de la République a accordé ce mardi une audience au ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. L'émissaire du roi Mohamed VI a transmis au chef de l'État béninois les félicitations de Sa Majesté pour son élection et sa volonté de voir l'axe Rabat-Cotonou renforcé. Les échanges entre Romuald Ouaddagne et Nasser Bourita ont porté sur la consolidation de la coopération bilatérale, mais aussi sur la situation au Sahel et la lutte antiterroriste. On écoute le chef de la diplomatie marocaine à sa sortie d'audience. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par son Excellence le Président, à qui j'ai transmis les salutations de son frère, Sa Majesté le roi Mohamed VI, et la volonté de Sa Majesté le roi de renforcer une coopération déjà très solide entre les deux pays. Sa Majesté le roi m'a aussi chargé de transmettre à son Excellence les félicitations du royaume pour le bon déroulement des échéances électorales et aussi par rapport à la résilience de l'économie du Bénin qui présente aujourd'hui un modèle de stabilité dans la sous-région. Nous avons discuté avec son Excellence le Président du potentiel de la coopération bilatérale par la mobilisation du secteur privé, par la mobilisation des ministres sectoriels pour construire sur ce socle d'amitié et de solidarité déjà très solide. La situation au Sahel, la lutte contre le terrorisme,
sont des priorités communes de l'ensemble des pays africains et l'audience a été une occasion pour voir comment coordonner davantage face à cette menace à la stabilité régionale. Donc c'est une audience qui s'inscrit dans cette tradition de concertation, de dialogue entre les deux pays et qui cherche à traduire l'ambition de Sa Majesté le Roi et de son frère le Président pour un partenariat encore plus fructueux entre les deux pays. Justement, cette coopération bénino-marocaine atteint son âge d'or. Plus de 60 années de coopération bilatérale s'intensifient avec la signature de 14 accords entre les deux États. Après cette audience du ministre des Affaires étrangères à la Marina, le chef de la diplomatie du royaume chérifien et deux membres du gouvernement béninois ont paraphé des documents de mutualisation des forces dans les domaines de la sécurité, de l'enseignement supérieur, de la formation, des sports, du tourisme et bien d'autres. Voici la cérémonie de signature tenue au cours de la 7e session de la commission mixte bénino-marocaine. 14 documents, des accords, accords cadres, mémorandums d'entente, protocoles, conventions et plans d'action sont ici approuvés de fort belle manière par les autorités béninoises et marocaines. Bien des actes signés au cours de la 7e session de la commission mixte bénino-marocaine sont relatifs à l'assistance administrative en matière douanière et à la coopération sécuritaire. Plusieurs autres interviennent dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle assortie d'octroi de bourses académiques et de stages. Je voudrais saluer la générosité du Royaume du Maroc pour l'octroi constant de ces bourses qui participent activement au renforcement de notre capital humain. Le modèle de coopération sud-sud que nous bâtissons entre Cotonou et Rabat est une réponse concrète aux aspirations de nos peuples respectifs. Dans le domaine de la justice, des conventions sont signées pour l'extradition, l'entraide judiciaire en matière pénale et le transfèrement des personnes condamnées. Des actes sont également convenus dans les domaines de la protection civile, de l'environnement, de la promotion du tourisme, des sports et de la sécurité alimentaire. Le Bénin a toujours été un partenaire fiable pour le Maroc. De la même manière, nous souhaitons que le Bénin sente que le Maroc est un partenaire fiable, un allié constant, actif sur toutes les questions fondamentales pour le Bénin. Le Maroc sera aux côtés du Bénin. Vous pouvez compter sur la pleine disponibilité du gouvernement béninois et aussi ma pleine disponibilité pour œuvrer dans ce sens et faire en sorte que l'ensemble de nos engagements signés et à venir se traduisent pour nos deux peuples. Les deux pays entendent institutionnaliser leur dialogue politique, un conseil d'affaires conjoint des secteurs privés et la promotion de l'islam de tolérance face à la menace terroriste. Cotonou franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre de son ambition de modernisation. La municipalité et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ont officialisé un partenariat stratégique destiné à soutenir les grands projets de développement de la ville. C'est une collaboration qui s'inscrit dans la vision portée par le plan de mandature Cotonou 2026-2033, changer d'échelle. Les détails avec Teddy Goudalo et Simon Roulon. Cette poignée de main scelle une nouvelle étape dans le développement de la ville de Cotonou. Elle symbolise l'alliance conclue entre la municipalité et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. À travers cet accord de partenariat stratégique, les deux parties entendent accompagner le financement et la structuration des grands projets inscrits dans le plan de mandature Cotonou 2026-2033, changer d'échelle. Ce pacte repose sur 3 engagements. Le premier, c'est réinventer le Cotonou lacustre. Ça ne se sait pas assez que Cotonou aussi a sa part de quartiers qui sont tout au long de la berge du lac. Nous devons réinventer cela. Le deuxième point, nous devons restaurer les infrastructures naturelles qui protègent et régénèrent notre territoire. Et enfin, nous devons développer le Cotonou ville verte parce que les arbres, les parcs, les corridors verts et les zones humides sont les infrastructures aussi essentielles que les routes et les bâtiments.
Ce partenariat ouvre la voie à une coopération durable autour de plusieurs axes conformes aux standards internationaux. Why at DBRD we put so much emphasis on the work in cities? Pourquoi nous, à la BER, nous mettons assez beaucoup d'emphase sur les villes et les villes vertes? Parce que vraiment, les villes sont les moteurs du développement, de l'innovation et de la croissance. Et donc, en accompagnant les villes, nous pouvons améliorer concrètement la qualité de vie pour les citoyens de Cotonou. Partnership and friendship. L'objectif est de bâtir une société plus verte, plus résiliente, plus productive et mieux gouvernée en s'appuyant sur des partenariats innovants capables de répondre durablement aux attentes des populations. Sur initiative de son directeur général, le port autonome de Cotonou s'ouvre à la municipalité au sujet de ses différents projets de développement et de modernisation et de son plan directeur en cours d'exécution. Une délégation de la mairie de Cotonou, conduite par la première adjointe au maire, était hier à la direction générale du port. De la séance de travail à la visite de terrain, la délégation municipale s'est imprégnée du fonctionnement de ce port. Elle salue une initiative opportune pour faire naître un rapprochement entre les deux institutions. Virgile Achodeo. Les émissaires du maire Luc Nyankadja savent désormais tout ou presque du port autonome de Cotonou. Après une présentation illustrée détaillée du nouveau plan directeur du port, ils ont eu droit à une visite guidée sur la plateforme portuaire. Occasion pour ces derniers de toucher du doigt les différents projets de modernisation en cours d'exécution. De la construction du nouveau terminal de 25 hectares gagné sur la mer à l'aménagement du parking Zongo avec accès centralisé, en passant par le terminal 5, l'extension du bassin portuaire, le parking tampon de 14 hectares, sans oublier les projets logistiques et commerciaux, rien n'a été oublié au passage. Ils nous ont montré toutes les prouesses qu'ils sont en train de faire, la résilience qu'ils mettent dans tout ce qu'ils font et puis surtout la manière dont ils sont en train d'engranger assez de moyens financiers pour élargir le port et puis en faire vraiment une attractivité non seulement commerciale, économique, mais aussi touristique. Je ne peux que les remercier au nom de toute l'équipe de la mairie de Cotonou, et surtout pour les appels de pied qui nous ont été faits. Le rapprochement entre le port autonome de Cotonou et la municipalité de la ville est donc acté. Les collaborateurs du maire se disent satisfaits des différents points abordés lors des échanges, dont les toilettes publiques entre autres, des points qui entrent dans leur projet de mandature. Le port s'engage également à faire de ce mariage monogamique, selon les mots de la première adjointe au maire, une priorité. À travers ce rapprochement justement, et qu'on puisse avoir des séances de travail, des comités sur les sujets qui ont été évoqués, notamment par rapport à la fresque, à l'impact aussi des camions sur la ville, voir comment on peut gérer encore mieux ce trafic et ce flux. Il y a la partie aussi durabilité qui est une de nos priorités, donc je pense qu'on a beaucoup de choses. Il faut vraiment prioriser les actions. C'est donc le commencement d'une collaboration irréversible entre le port autonome de Cotonou et la municipalité pour le bonheur des administrés. La commune de Dango, elle, entend faire du partenariat public-privé l'un des leviers de son développement. Dans le but de jeter les bases de la concrétisation de cette vision, la mairie organise sous l'égide du projet IBACED un atelier de dialogue avec les acteurs du secteur privé, compte rendu de cette rencontre d'échange et de renforcement de capacités. C'est un conclave d'importance capitale pour la ville de Dangbo. Il réunit les chefs d'entreprise opérant dans la commune et les autorités locales autour d'un même objectif, l'essor de la localité. Ce dialogue public-privé est censé permettre aux différentes parties prenantes d'aplanir les sentiers et de définir les grandes lignes d'un partenariat fécond. Il faudrait qu'on puisse quand même se rencontrer et des deux côtés voir ce qui serait possible à faire pour quand même donner un certain dynamisme au développement de la commune de Dango. Dango veut compter sur ses entrepreneurs locaux. Dango veut s'appuyer sur le secteur agricole, le secteur des transformations, le secteur des services, animé par des entrepreneurs engagés.
Étendu sur 2 jours, l'atelier est ponctué de plusieurs sessions d'échange, notamment sur la problématique de l'entrepreneuriat local et la promotion des opportunités de partenariat et d'investissement au niveau communal. La rencontre est également meublée de 2 communications suivies de discussions, une sur la loi relative au développement des petites et moyennes entreprises et une sur les services offerts par la CCI Bénin aux entreprises. Les travaux sont soutenus par le projet IBA-CID, dont Dangbo fait partie des 24 communes bénéficiaires. Nous avons également le souhait, ou nous souhaiterions que d'ici l'année prochaine, toutes les initiatives qui ont fait objet de présentation ici puissent trouver des preneurs. À travers cet atelier peu ordinaire, l'exécutif communal lance un signal fort à ses administrés. Il est déterminé à faire de Dangbo l'un des pôles de croissance du Bénin. Je voulais annoncer, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin est en première ligne pour assainir la recherche en santé au Bénin. Un atelier a été organisé hier à cet effet. C'est l'Institut de recherche clinique d'Abomey-Calavi qui a abrité cette rencontre de 2 jours. Le rendez-vous a mobilisé autour des organisateurs, des chercheurs, des acteurs, appelés à se pencher sur l'harmonisation des procédures de régulation de la recherche en santé. Ingrid Day et Moufid Sabouran étaient aussi de la partie. Comment mener des recherches en santé au Bénin dans de bonnes conditions tout en respectant les normes internationales? C'est la question au cœur du débat de cet atelier, une initiative de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin qui a mobilisé des chercheurs et des acteurs à divers niveaux impliqués dans la biologie clinique. Vous savez qu'un certain nombre d'affections de grande importance au plan mondial en termes de santé publique, comme le paludisme, sévissent essentiellement dans nos régions. Et il était légitime que des chercheurs africains se préoccupent des solutions éventuelles à trouver à ce type de problème. En conséquence, des structures de recherche se sont multipliées dans nos pays, notamment au Bénin. Et au fur et à mesure que la recherche avançait, il est apparu nécessaire aussi d'encadrer au plan de l'éthique, au plan de la déontologie, au plan des attitudes, non seulement des savoirs, mais des savoir-faire, cette recherche. Harmonisation des procédures de régulation de la recherche en santé. C'est le thème qui sert de fil conducteur aux échanges. Nos pays, notamment en Afrique, nous utilisions des normes venues d'ailleurs et définies à partir de populations caucasiennes. Il était important qu'au plan de la biologie clinique, l'on se rende compte de nos véritables constantes, que l'on en tienne compte pour l'évaluation des situations pathologiques. Et il est devenu rapidement utile d'amener les uns et les autres à se parler, à se regarder pour éventuellement tirer le meilleur parti de l'existant. Les discussions vont déboucher sur des résolutions permettant aux autorités d'harmoniser le fonctionnement des différentes structures de régulation mises en place pour un meilleur développement du secteur de la santé au Bénin. À quelques semaines de la rentrée scolaire et universitaire 2026-2027, les acteurs du système éducatif béninois se concertent pour mieux préparer la reprise des classes. Réunis à Cotonou, à l'initiative du Conseil national de l'éducation, ils ont réfléchi lundi et mardi aux stratégies susceptibles d'améliorer durablement les performances des établissements d'enseignement et de formation. Les échanges sont axés sur la qualité de l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation. Le point des travaux de ce séminaire dans ce compte rendu. Préparer une rentrée scolaire réussie commence bien avant le premier jour de classe. À Cotonou, le Conseil national de l'éducation, en collaboration avec les ministères en charge de l'éducation, réunit les principaux acteurs du système éducatif béninois autour de la 6e édition du séminaire préparatoire de la rentrée scolaire et universitaire 2026-2027. Les débats, analyses, conclusions et recommandations issues des travaux confirment la pertinence du séminaire, comme en témoignent les résultats de l'évaluation des 5 précédentes éditions,
qui ont démontré son utilité et son impact sur les performances du système éducatif national. Le thème retenu cette année, qualité de l'enseignement, apprentissage et évaluation, quel levier pourrait améliorer la performance des établissements, a placé au cœur des échanges la recherche de meilleures pratiques pédagogiques et d'évaluation dans l'objectif de renforcer les acquis des apprenants et d'améliorer les résultats des établissements. La réussite de la rentrée ainsi que le bon déroulement de l'année scolaire et universitaire 2026-2027 dépendront désormais de la mise en œuvre diligente de la feuille de route adoptée, des activités programmées ainsi que des recommandations formulées au cours de nos travaux. Au terme des échanges, les différentes recommandations sont restituées et validées en séance plénière. Elles serviront de base à une nouvelle feuille de route destinée à renforcer la performance des établissements d'enseignement et de formation tout en assurant une rentrée scolaire et universitaire 2026-2027 dans les meilleures conditions. Attention, la police républicaine s'apprête à sévir pour non-respect du couloir de circulation sur les axes routiers. La direction départementale de l'Ouémé s'affaire déjà à la sensibilisation avant le déclenchement de la phase répressive. C'est l'actualité dans les villes de la vallée et tout autour depuis la publication du communiqué du ministère de l'Intérieur rappelant les règles de circulation aux automobilistes qui ont pris l'habitude de rouler à gauche sur la chaussée. Emma Khodonou pour les précisions. Rouler à droite est une obligation consacrée par le Code de la route. Pourtant, à Porto-Novo, de nombreux automobilistes s'en affranchissent quotidiennement, transformant la circulation en un véritable parcours d'obstacles. Face à cette situation, le gouvernement, à travers la police républicaine, hausse le ton. Le fait de ne pas circuler sur la partie droite sur la route, c'était déjà une infraction qui était là. Donc nous allons mettre un point d'honneur sur ça maintenant parce que ça fait partie des infractions au code de la route qu'on intitule souvent non-respect du couloir de circulation. Parce que le couloir de circulation, la partie droite est un couloir de circulation que les gens devaient respecter. Maintenant, si les gens ne le respectent pas, ils roulent constamment sur la partie gauche, c'est qu'ils n'ont pas respecté leur couloir de circulation. Donc, et ça, nous le remarquons allègrement sur les routes. Les gens roulent à longueur de kilomètres sur la partie gauche. Pour l'heure, le directeur départemental de la police républicaine de l'Ouémé et ses équipes poursuivent la sensibilisation. Mais d'ici peu, l'addition sera salée pour les contrevenants à cette règle. L'exercice que nous sommes en train de faire maintenant, c'est une sensibilisation que nous sommes en train de faire pour tout le Bénin et pour notre département afin que les règles soient respectées. Dans les jours qui vont venir, les contrôles et les répressions seront un peu corsés par rapport à la circulation sur la partie droite. Lorsque les policiers sont au niveau des carrefours, les patrouilles qui sont en train de circuler, nous remarquons que des véhicules sont en train de rouler délibérément et longuement sur la partie gauche. Ils vont être arrêtés et verbalisés. Au-delà du non-respect de la circulation à droite, plusieurs autres infractions seront réprimées, notamment les chargements au gabarit, les stationnements défectueux, le non-respect des feux tricolores. Les usagers de la route sont donc appelés à respecter scrupuleusement les prescriptions du Code de la route pour éviter d'être frappés au portefeuille par la police républicaine. Là-dessus, le non-respect de la circulation à droite n'est pas la seule infraction dans le collimateur de la police. Comme vous l'avez entendu, plusieurs autres contraventions au code de la route vont être sanctionnées par de lourdes amendes qui pourraient même atteindre 500 000 francs CFA. Les explications avec le directeur départemental de la police républicaine de l'Ouémé, le commissaire divisionnaire de police Dieudonné Jarreau. Par exemple, il y a des véhicules que les gens transforment de façon frauduleuse et ils n'ont pas l'autorisation, ils achètent les véhicules. Je prends l'exemple des J9 ou bien des Tokwa, et ils vont chez les soudeurs, ils coupent la carrosserie et ils complètent ça pour pouvoir prendre plus de marchandises dedans. Donc c'est ça que nous appelons transformation frauduleuse de gabarit. Et l'infraction, c'est 500 000 la contravention. Donc quand on te verbalise là, c'est 500 000 que tu dois payer. Et ces véhicules, nous en rencontrons
dans la circulation tout le temps. Il y a des gens que nous verbalisons tout le temps. Tant qu'on voit le véhicule et ce n'est pas aux normes et c'est transformé frauduleusement, nous on verbalise 500 000. Quand on te verbalise, tu vas aller mettre ton véhicule aux normes. Quand tu ne mets pas le véhicule aux normes, on te prend, on te verbalise 500 000. Si tu n'es pas fatigué de payer les 500 000, nous serons en train de te verbaliser une fois qu'on aura vu le véhicule qui ne serait pas en normes. L'autre chose, quand vous êtes au feu rouge et qu'il reste 5 secondes pour que le feu vert s'allume, il y a des coups de klaxon intempestifs dans les oreilles. Donc ceux qui sont devant et attendent le feu vert, ceux qui sont derrière, ils sont pressés et ils sont en train de klaxonner intempestivement dans les oreilles des autres. Et quand nous regardons dans les tests, le fait de klaxonner de façon intempestive est aussi une infraction. C'est une infraction, c'est une contravention qui est sanctionnée, qui a son taux. Donc, les gens doivent savoir que le fait de klaxonner pour indisposer les autres usagers constitue aussi une infraction. Les gens qui stationnent et les pneus sont sur la chaussée, une partie des pneus sur la chaussée et l'autre partie sur le trottoir. On doit se rabattre complètement à droite afin de libérer la chaussée complètement quand on est en stationnement. Le non-respect des feux tricolores, nous avons fait beaucoup de sensibilisation, nous sommes passés à la répression et nous remarquons qu'il y a toujours des indélicats qui continuent de ne pas respecter les feux. Si vous commettez une infraction, vous payez l'argent par le système Sécurite. Il n'y a pas 5 francs à remettre dans la main d'un policier aujourd'hui avec le système dématérialisé. Donc aucune transaction financière ne se fait dans aucun commissariat et sur aucun axe routier. Même les frais de fourrière sont payés sur un numéro au trésor. Et voilà pour ces explications. Le journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. C'est l'info continue à 20h. 2 invités pour parler du brassage possible entre médecine moderne et conventionnelle. Sinon, médecine conventionnelle et traditionnelle. Merci d'être au rendez-vous. C'est dans 2 petites minutes.